Un fermier cruel abandonne son chien au milieu d'une tempête de neige dévastatrice, le laissant livré à lui-même dans les montagnes glaciales. Alors que tout semblait perdu, quelque chose d'extraordinaire s'est produit qui allait changer à jamais leur vie à tous les deux. Une histoire de rédemption, de seconde chance et du pouvoir inébranlable de la loyauté animale. Préparez-vous pour un voyage émotionnel qui fera fondre votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et commentez d'où vous regardez cette histoire inoubliable. Dans les montagnes glaciales d'une région rurale des Pyrénées, où l'hiver sévit avec des tempêtes de neige implacables, le silence de la nuit n'était rompu que par le hurlement furieux du vent. Le paysage, recouvert d'un épais manteau blanc, cachait un drame qui se déroulait sous la faible lumière de la lune voilée par des nuages chargés. Auguste Moreau, connu dans la région comme un fermier aux mains calleuses et au cœur endurci, conduisait sa vieille camionnette sur une route presque impraticable. À ses côtés, tremblant sur le siège passager, se trouvait Vaillant, un berger croisé au poil épais qui avait été son fidèle compagnon de travail pendant 8 ans. Le fermier jetait parfois un regard sur l'animal, avec un mélange de mépris et d'indifférence. La boiterie de la patte arrière du chien s'était aggravée ces dernières semaines, le rendant, selon les mots d'Auguste, un poids inutile pour l'économie déjà serrée de la ferme. Un chien qui ne peut pas rassembler le bétail n'est rien de plus qu'une bouche à nourrir, se répétait-il, comme pour justifier la décision qu'il avait déjà prise. La camionnette s'arrêta brusquement dans une clairière au bord de la route. À quelques mètres commençait une montée raide menant aux parties les plus hautes et isolées du massif. Auguste descendit, fit le tour du véhicule et ouvrit la portière passager. Vaillant, confus, regarda son maître avec ses yeux marrons, qui, malgré les années, conservait l'éclat de loyauté qui l'avait toujours caractérisé. « Va-t'en ! Sors !» hurla le fermier, désignant l'obscurité de la montagne. Vaillant hésita, sortant lentement du véhicule, sa patte malade s'enfonçant dans la neige profonde. Le vent glacial agitait son pelage tandis qu'il regardait alternativement son maître et le chemin inconnu devant lui. « Tu ne sers plus à rien, que les loups t'acceptent dans leur meute, s'ils ont pitié », murmura Auguste en retournant au volant. Le moteur gronda, brisant le silence sépulcral des lieux. Vaillant aboya 1, 2, 3 fois, courant derrière le véhicule qui s'éloignait déjà, le laissant derrière comme si les années de dévouement pouvaient être jetées aussi facilement qu'un objet cassé. Bientôt, les feux arrière disparurent, au détour de la route, et le chien se retrouva complètement seul au milieu de l'une des pires tempêtes de neige que cette région ait connue depuis des décennies. Le froid intense pénétrait jusqu'aux os. Vaillant, habitué à l'abri du hangar de la ferme, n'avait jamais affronté une nuit à la belle étoile dans des conditions aussi extrêmes. Son instinct de survie, cependant, l'emporta sur la confusion et la douleur de l'abandon. Flairant l'air glacial, il commença à marcher lentement, luttant contre le vent qui semblait le repousser. Chaque pas était un défi, surtout avec sa patte arrière qui peinait à supporter son poids. La neige tombait de plus en plus dense, effaçant toute trace de chemin qui aurait pu exister. Vaillant suivit instinctivement un terrain plus élevé, où il pourrait peut-être trouver un abri contre le vent mordant. Après presque 1 heure de marche douloureuse, ses sens aiguisés détectèrent un changement dans le son du vent, l'écho caractéristique d'une cavité proche. C'était une petite grotte, pas plus qu'une fissure dans la roche, mais suffisante pour offrir une protection contre les éléments. Vaillant s'y traîna, son corps tremblant violemment. Il se recroquevilla au fond de la cavité, formant une boule serrée pour conserver la chaleur, tandis qu'à l'extérieur la température continuait de chuter impitoyablement. Pendant ce qui sembla être la nuit la plus longue de sa vie, le chien s'endormit d'un sommeil agité, peuplé de rêves de champs ouverts et de jours chauds, interrompu par le gémissement constant du vent qui semblait chanter une triste berceuse. Lorsque les premiers rayons de soleil commencèrent à pénétrer timidement à l'entrée de la grotte, Vaillant se réveilla. Son corps était douloureux, et la faim lui tenaillait l'estomac. Il se leva avec difficulté, sa patte blessée plus raide que jamais à cause du froid intense. Le monde extérieur était transformé, un paysage blanc et silencieux qui s'étendait dans toutes les directions.
Il sortit prudemment de son abri, flairant l'air à la recherche de tout indice de nourriture ou de danger. C'est alors que son odorat capta quelque chose, de la fumée, ténue, lointaine, mais indubitable. Là où il y avait de la fumée, il y avait des humains. Et là où il y avait des humains, il pourrait y avoir de la nourriture. Guidé par cette lueur d'espoir, Vaillant commença à descendre la pente, ses pattes s'enfonçant dans la neige poudreuse qui, par endroits, lui arrivait jusqu'à la poitrine. La progression était lente et douloureuse, mais la promesse de chaleur et de nourriture le maintenait en mouvement. À des kilomètres de là, dans un chalet rustique protégé par un petit bosquet de pins, Madame Geneviève Martin allumait le feu dans sa cheminée en pierre. À 73 ans, la femme vivait seule depuis plus d'une décennie, depuis que son mari Anselme avait quitté ce monde après 50 ans de mariage. Le choix de rester dans cet endroit isolé surprenait peu les habitants du village le plus proche, qui connaissaient la personnalité forte et indépendante de la femme qui préférait la compagnie des montagnes à l'agitation de la ville. Artisane. Habile, Geneviève subvenait à ses besoins en vendant ses tapisseries et ses paniers en osier au marché mensuel du village. La vie était simple, mais elle avait trouvé une paix que beaucoup enviaient. Ce matin-là, alors qu'elle préparait sa tisane d'herbes cueillies et séchées par elle-même, un son inhabituel attira son attention. Un gémissement faible, presque imperceptible par-dessus le crépitement du feu. Curieuse, Geneviève ouvrit la porte de son chalet, accueillie par une rafale d'air glacial. Ses yeux, encore vifs malgré l'âge, parcoururent la clairière devant sa maison. C'est alors qu'elle vit, à la lisière du bosquet, une silhouette chancelante qui ressemblait plus à un petit monticule de neige en mouvement. Ce n'est que lorsque la créature s'approcha davantage que Geneviève put distinguer la forme d'un grand chien, au pelage clair maintenant partiellement couvert de neige et de glace. « Mon Dieu !» s'exclama la dame, sortant immédiatement dans le froid, oubliant même de prendre son châle. Elle s'approcha avec précaution de l'animal qui s'était maintenant arrêté, comme si ses dernières forces s'étaient épuisées à quelques mètres du salut. « Viens ici, mon petit. »« Viens !» appela-t-elle d'une voix douce, tendant sa main ridée vers le chien. Vaillant, épuisé et affamé, parvenait à peine à garder les yeux ouverts. L'odeur de la femme ne présentait aucune menace, et son instinct lui disait qu'il pouvait faire confiance à cette voix douce qui l'appelait. Avec un dernier effort, il se traîna vers elle, s'effondrant pratiquement à ses pieds. Geneviève, malgré son âge et son corps frêle, possédait une force surprenante, résultat d'années à vivre de la terre et par ses propres moyens. Avec détermination, elle réussit à porter l'animal à l'intérieur de son chalet, le déposant sur un tapis épais près de la cheminée allumée. « Qui ferait une méchanceté pareille ?» murmura-t-elle pour elle-même, réalisant qu'il ne s'agissait pas d'un chien sauvage, mais d'un animal domestique, manifestement abandonné à son sort. Les premiers soins furent immédiats. Avec un chiffon humide et tiède, elle nettoya la glace qui s'était formée entre les doigts des pattes du chien. Elle lui offrit de l'eau tiède avec du miel que Vaillant lapa avidement, malgré sa faiblesse. Ensuite, elle partagea avec lui une partie du ragoût qu'elle avait préparé pour elle-même, observant avec satisfaction comment l'animal, même affaibli, mangeait avec appétit. « Tu vas te rétablir, mon grand. Tu peux me croire, » dit-elle, en caressant le poil épais qui commençait à sécher avec la chaleur du feu. « Demain, on s'occupera de cette patte. On dirait que tu t'es blessé par ici, n'est-ce pas ?» continua-t-elle, remarquant la façon dont l'animal ménageait une de ses pattes arrière. Cette nuit marqua le début d'une amitié improbable. Vaillant, habitué à la dureté de son ancien maître, trouva étrange au début les soins et l'affection constante que Geneviève lui offrait. La vieille dame, de son côté, trouva dans le chien secouru une nouvelle raison de se lever chaque matin. Les jours se transformèrent en semaines et la guérison de Vaillant fut progressive, mais constante. Sa patte, examinée attentivement par Geneviève, n'était pas cassée, mais souffrait d'une arthrite avancée, aggravée par des années de travail acharné et par l'abandon dans la neige. La femme, connaisseuse des herbes médicinales, préparait des compresses d'arnica et d'autres plantes qui poussaient aux alentours de son chalet. Le soulagement qu'elle procurait était visible dans le comportement du chien,
qui se montrait chaque jour plus actif et disposé. L'alimentation équilibrée, chose qu'il n'avait jamais eue à la ferme, contribuait également à son amélioration générale. Pour la première fois depuis des années, Vaillant n'était pas seulement un outil de travail, mais un être valorisé pour sa simple existence. Ce fut à la fin de sa 3e semaine au chalet que Vaillant démontra une capacité extraordinaire. Ce matin-là s'était levé particulièrement calme, sans le vent constant qui accompagnait généralement les jours d'hiver en montagne. Geneviève, habituée à la routine, se préparait à sortir ramasser du bois dans le bosquet voisin. Le chien, cependant, se montrait agité, allant et venant dans la petite pièce, regardant alternativement la vieille dame et la fenêtre qui donnait sur les pentes les plus élevées. « Qu'y a-t-il, Vaillant » demanda Geneviève, ayant adopté ce nom en remarquant comment l'animal y répondait positivement, indiquant que c'était probablement ainsi qu'on l'appelait avant. Le chien aboya, chose rare depuis son arrivée, et se dirigea vers la porte, la grattant avec urgence. La femme, intriguée, décida de suivre l'instinct de l'animal et ne sortit pas ce matin-là. 3 heures plus tard, un grondement lointain résonna dans les montagnes. De la fenêtre de son chalet, Geneviève fut témoin d'une avalanche qui balaya exactement le chemin qu'elle empruntait habituellement pour ramasser du bois. La catastrophe naturelle l'aurait certainement atteinte si elle avait été dehors. « Tu savais, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle au chien, qui maintenant, la menace passée, s'était calmé et se reposait tranquillement près de la cheminée. « Comment as-tu pu sentir ça? Que sais-tu d'autre que nous, humains, ne parvenons pas à percevoir ?» Cet incident marqua le début d'une nouvelle dynamique entre eux deux. Geneviève se mit à observer attentivement le comportement de Vaillant, notant des schémas qui correspondaient à des changements climatiques imminents. Le chien devenait particulièrement agité avant les fortes tempêtes, se mettait en alerte lorsque des rafales de vent annonçaient des changements brusques de température et manifestait des comportements spécifiques qui, la vieille dame l'apprit bientôt, étaient des indicateurs précis des conditions à venir. Cette capacité, développée pendant des années de travail en plein air à la ferme, devint inestimable dans la vie isolée qu'il menait. Geneviève, qui avait toujours dépendu de ses propres connaissances empiriques pour prévoir le temps, comptait désormais sur un météorologue à 4 pattes, bien plus précis que n'importe laquelle de ses anciennes techniques. Le lien qui se forma entre eux transcendait la simple relation entre humain et animal de compagnie. C'était un partenariat basé sur le respect mutuel et la dépendance réciproque. Vaillant avait trouvé non seulement un abri, mais un véritable foyer. Geneviève, quant à elle, redécouvrit la joie de la compagnie constante, quelque chose qui manquait à sa vie depuis le départ de son mari. Au fil des semaines, la vieille dame remarqua un comportement particulier chez son compagnon canin. Les nuits de pleine lune, Vaillant devenait particulièrement agité. Il se postait à la fenêtre ou à la porte du chalet, regardant fixement les montagnes et émettait des hurlements bas et plaintifs. Initialement, Geneviève attribua ce comportement à quelques souvenirs douloureux de son passé. Mais elle nota bientôt un schéma plus spécifique. Le chien non seulement hurlait, mais semblait vouloir sortir, comme si quelque chose ou quelqu'un l'appelait dehors. Lors de la 3e pleine lune depuis l'arrivée de Vaillant, Geneviève décida finalement d'enquêter. S'en mitouflant bien et se munissant d'une lampe torche puissante, elle suivit le chien qui, réalisant qu'il serait accompagné, se montra presque impatient, pressant le pas devant la femme, mais regardant constamment en arrière comme pour s'assurer qu'elle le suivait toujours. Le chemin n'était pas facile, surtout pour quelqu'un de l'âge de Geneviève. Ils montèrent par un sentier étroit qui serpentait entre les arbres jusqu'à atteindre une petite élévation d'où l'on pouvait voir la vallée en contrebas, partiellement éclairée par la lune qui brillait maintenant de tout son éclat dans un ciel exceptionnellement clair pour cette époque de l'année. Vaillant s'arrêta soudainement, son corps tendu en position d'alerte. Geneviève suivit son regard et distingua au loin une petite ouverture entre les rochers, quelque chose qui pourrait être l'entrée d'une tanière. Le chien la regarda, comme pour demander la permission, et après un bref signe de tête de la femme, s'approcha prudemment de l'ouverture. Ce dont Geneviève fut témoin ensuite toucha profondément son cœur déjà attendri par la cohabitation avec l'animal. Vaillant déposa soigneusement par terre un morceau de viande qu'il avait gardé de son repas du soir
Elle avait remarqué l'absence, mais n'en avait pas imaginé le but. De l'intérieur de la tanière, de petits museaux pointus apparurent, flairant l'air avec curiosité. C'étaient des renardeaux, 3 d'entre eux, maigres mais apparemment en bonne santé. « Alors c'est ça que tu viens faire, vieux sentimental », murmura Geneviève, gardant ses distances pour ne pas effrayer les petits sauvages. Vaillant resta patient pendant que les petits renards dévoraient la nourriture, observant simplement avec ce que la femme ne pouvait décrire que comme une expression de satisfaction. Après que les renardeaux furent retournés dans la sécurité de leur tanière, Vaillant revint près de Geneviève, la regardant avec ses yeux qui semblaient contenir toute la sagesse du monde. « Je viendrai avec toi demain », promit la vieille dame en caressant la tête de l'animal. « Nous nous occuperons de ces petits ensemble. » Ainsi commença une routine qui durerait près de 2 mois. Tous les 2 jours, Geneviève et Vaillant montaient jusqu'à la tanière, apportant de la nourriture appropriée pour les renardeaux en pleine croissance. La vieille dame, avec sa connaissance de la vie sauvage, savait qu'elle devait trouver un équilibre délicat, aider les orphelins à survivre sans les domestiquer au point de leur faire perdre leurs instincts naturels. Au cours de leur visite, elle découvrit les indices de ce qui était probablement arrivé à la mère des renardeaux. Des traces de sang et de poils à quelques centaines de mètres de la tanière suggéraient qu'elle avait été victime de chasseurs ou, peut-être, d'un prédateur plus grand. Quel que fût son destin, les renardeaux auraient péri sans l'intervention improbable d'un chien domestique qui, pour une raison qui transcendait la compréhension humaine, avait assumé la responsabilité de ces vies fragiles. À mesure que les renardeaux grandissaient, devenant plus indépendants, les visites se firent moins fréquentes. Vaillant semblait comprendre qu'ils devaient développer leurs propres compétences de chasse et de survie. Lors de leur dernière visite, les jeunes renards étaient déjà presque de la taille d'adultes, leurs corps élancés et agiles se déplaçant avec confiance dans la forêt autour de leur tanière. « Ils vont s'en sortir maintenant », commenta Geneviève, observant avec un mélange de fierté et de mélancolie les renards disparaître entre les buissons, probablement à la recherche de leur propre proie. « Tu as fait du bon travail, mon ami. » Cette expérience réveilla chez la vieille dame quelque chose qui était resté endormi pendant des années, un sens du but qui allait au-delà de sa propre survie. Dans ses conversations avec la jeune employée de l'épicerie du village, où elle allait mensuellement acheter des provisions, Geneviève commença à mentionner la possibilité de transformer sa propriété en une sorte de refuge pour les animaux sauvages en difficulté. « Vous avez le tour avec les bêtes », commenta la jeune femme, impressionnée par les histoires que la vieille dame racontait sur Vaillant et les renardeaux. Ce serait dommage de ne pas utiliser ce don. Les mots de la jeune femme plantèrent une graine qui fleurirait rapidement. Dans les semaines suivantes, Geneviève commença à adapter sa propriété pour accueillir les animaux blessés ou orphelins trouvés par les quelques habitants de la région. Un hangar abandonné au fond de son chalet fut nettoyé et réorganisé pour servir d'abri temporaire de convalescence. Ses connaissances en herbes médicinales, rassemblées au fil des décennies, furent systématisées dans un carnet spécial dédié aux traitements spécifiques pour différentes espèces. Vaillant assuma naturellement le rôle d'assistant dans cette nouvelle entreprise. Sa présence calme avait un effet apaisant sur les animaux effrayés qui arrivaient, et son instinct protecteur garantissait que les plus vulnérables recevaient une attention particulière. Les premiers patients arrivèrent par l'intermédiaire de la jeune femme de l'épicerie elle-même, un raton laveur avec une patte cassée, trouvé par son jeune frère près du ruisseau, une chouette avec une aile blessée qui ne pouvait plus voler, 2 faons dont la mère avait été abattue par des chasseurs. Chaque cas réussi répandait encore plus la renommée de Madame Geneviève et de son fidèle compagnon canin. 6 mois s'étaient écoulés depuis le sauvetage de Vaillant, et la petite opération de sauvetage commençait déjà à être connue au-delà des limites du village le plus proche. C'est par un après-midi pluvieux de fin d'hiver qu'un coup à la porte annonça une visite inattendue. Geneviève, qui préparait une infusion pour un hérisson souffrant d'une infection cutanée, demanda à Vaillant de garder un œil sur l'animal pendant qu'elle allait répondre. En ouvrant la porte, son cœur faillit s'arrêter. Devant elle se tenait Auguste Moreau, le fermier qu'elle reconnut immédiatement d'après les descriptions entendues au village. Grand, les épaules larges
et l'expression habituellement fermée, l'homme semblait plus petit maintenant, courbé sous le poids des soucis visibles dans les rides profondes qui marquaient son visage buriné par le soleil et le vent. « Vous êtes Madame Geneviève Martin ?» demanda-t-il, la voix rauque et hésitante, si différente du ton autoritaire pour lequel il était connu. « On m'a dit au village que vous aidez ceux qui en ont besoin. » Geneviève ressentit un mélange d'émotions. Indignation en se souvenant de ce que cet homme avait fait à Vaillant, curiosité de savoir ce qui l'amenait là, et une compassion réticente en voyant l'état abattu du fermier. « Cela dépend de ce dont vous avez besoin et de qui vous êtes, » répondit-elle, se tenant fermement à la porte, sans l'inviter à entrer. « Je suis Auguste Moreau de la ferme de Rochebrune », se présenta-t-il en retirant son chapeau trempé. « J'ai perdu presque tout mon bétail cet hiver. La ferme est mise aux enchères la semaine prochaine. Je n'ai nulle part où aller. » Avant que Geneviève ne puisse répondre, un mouvement derrière elle attira son attention. Vaillant s'était approché silencieusement et se tenait maintenant à ses côtés, regardant fixement son ancien maître. La vieille dame attendit, tendue, imaginant quelle serait la réaction de l'animal. À sa surprise, il n'y eut ni grognement, ni aucun signe d'agressivité, juste une curiosité prudente dans les yeux attentifs du chien. Auguste, quant à lui, pâlit. « Vaillant » murmura-t-il incrédule. « Tu as survécu !» Le chien fit un pas en avant, flairant l'air en direction du fermier. Geneviève observait, émerveillée, cette rencontre improbable que le destin avait orchestrée. Après un moment qui sembla s'étirer indéfiniment, Vaillant fit quelque chose de surprenant. Il s'approcha davantage et posa brièvement son museau sur la main pendante d'Auguste, non pas comme un geste d'affection, mais comme une reconnaissance silencieuse. « Il t'a pardonné, » dit Geneviève, sa voix douce mais ferme. « Même après ce que tu as fait, peut-être que je peux apprendre quelque chose de lui. » Elle s'écarta de la porte, permettant enfin au fermier d'entrer. « Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous trouviez un endroit, Auguste. Mais il y a des règles ici, et la première est de respecter toute forme de vie qui croise notre chemin. » Ainsi commença l'une des périodes les plus tendues au chalet de Geneviève. Les premiers jours de cohabitation furent marqués par des silences pesants et des interactions formelles et distantes. Auguste, homme fier malgré sa situation actuelle, luttait intérieurement contre l'humiliation de dépendre de la charité d'une vieille dame et contre la culpabilité que la présence constante de Vaillant évoquait. Le fermier dormait dans la petite chambre d'amis, initialement construite pour les visites de la fille de Geneviève, qui habitait à Paris, chose qui se produisait moins souvent que la vieille dame ne l'aurait souhaité. Pendant la journée, il s'occupait de tâches pratiques autour de la propriété, réparant les clôtures, coupant du bois, effectuant de petites réparations au chalet et aux abris improvisés pour les animaux. Ce fut en s'occupant d'une jeune jument, sauvée d'une ferme voisine où elle était maltraitée et sous-alimentée, que la première brèche dans le mur entre Auguste et ses hôtes s'ouvrit. La jument, effrayée et méfiante, résistait à toute approche de Geneviève, malgré la patience infinie de la vieille dame. « Je peux essayer ?» demanda Auguste un après-midi, après avoir observé silencieusement les tentatives infructueuses de la femme. Sans attendre de réponse, il entra dans l'enclos improvisé, se tenant à distance de l'animal nerveux. Au lieu d'essayer de s'approcher directement, il s'assit par terre et commença à fredonner une mélodie basse et rythmée, quelque chose que Geneviève reconnut comme une ancienne chanson de Vacher de la région. À la surprise de la vieille dame, la jument cessa progressivement de s'agiter, ses oreilles dressées se tournant vers la musique. Des minutes passèrent, peut-être une demi-heure, quand finalement l'animal s'approcha prudemment de l'homme assis, tendant le cou pour flairer ses cheveux. « Mon père m'a appris ça », expliqua Auguste plus tard, alors qu'il partageait un dîner simple à la lumière d'une lampe à pétrole. Il disait que la musique parle directement à l'âme des animaux, sans avoir besoin de passer par la peur qu'ils ont de nous. « Et quand avez-vous oublié cette leçon ?» demanda Geneviève, ses yeux sages fixés sur le visage du fermier. Auguste baissa les yeux vers son assiette, un homme de 50 ans ressemblant soudain à un garçon honteux. « Quand j'ai cru en savoir plus que mon père, quand j'ai décidé que l'efficacité et le profit étaient plus importants que le respect. » Cette conversation marqua un tournant. Dans les jours qui suivirent,
Auguste commença à partager davantage sur sa vie, la perte de sa femme à cause d'un cancer 5 ans auparavant, les dettes croissantes, l'amertume qui s'était emparée de son cœur alors qu'il luttait seul pour maintenir en vie l'héritage de 3 générations de sa famille. Ce n'étaient pas des justifications pour ses actes, et il ne les présentait pas comme telles, mais elles offraient à Geneviève une vision plus complète de l'homme derrière le monstre qui avait abandonné Vaillant. Dans la tempête de neige, le chien, quant à lui, maintenait une distance respectueuse avec le fermier, acceptant sa présence mais préférant clairement la compagnie de la vieille dame. Auguste respectait ce choix, ne forçant jamais un rapprochement, mais observant avec un mélange d'admiration et de remords comment l'animal qu'il avait autrefois considéré comme un simple outil démontrait maintenant une intelligence et une sensibilité qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Environ 9 mois après l'abandon de Vaillant, alors que l'été intense commençait à céder la place à un automne plus doux, une sécheresse sévère frappa la région. Des semaines sans pluie transformèrent la végétation luxuriante en un matériau hautement inflammable, et il suffit d'un orage sec avec des éclairs lointains pour déclencher un feu de forêt aux proportions alarmantes. Le feu commença dans les basses terres, à plusieurs kilomètres du chalet de Geneviève. Mais poussé par des vents forts, il avançait rapidement en direction des pentes plus élevées. L'Office national des forêts, ONF, avec des ressources limitées pour une zone aussi vaste, concentrait ses efforts sur la protection des propriétés les plus proches du village, laissant les habitants les plus isolés livrés à eux-mêmes. Auguste fut le premier à réaliser la gravité de la situation. Connaisseur profond de ces montagnes, il identifia dans les signes le changement de direction du vent, la coloration orangée du ciel au crépuscule, le comportement agité des oiseaux, un danger imminent qui approchait plus vite que quiconque aurait pu le prévoir. « Nous devons évacuer les animaux », annonça-t-il en entrant précipitamment dans le chalet où Geneviève préparait le dîner. « Le feu vient dans cette direction et rien ne peut l'arrêter. » L'évacuation ne serait pas simple. Outre la jument et quelques petits animaux domestiques, le sanctuaire abritait désormais temporairement 3 cerfs en convalescence, une famille de ratons laveurs, plusieurs oiseaux aux ailes blessées qui ne pouvaient pas voler, et divers autres animaux sauvages qui n'étaient pas en état de fuir par leurs propres moyens. « Nous ne pouvons pas tous les emmener », constata Geneviève, la cruelle réalité de la situation pesant sur ses épaules fatiguées. Ce fut à ce moment critique que Vaillant assuma un rôle qu'aucun des humains n'aurait pu prévoir. Le chien, agité depuis le début de la matinée, commença à aboyer de manière organisée, différemment de tout son qu'il avait émis auparavant. Bientôt, à l'étonnement de Geneviève et d'Auguste, les cerfs qui broutaient dans l'enclos le plus éloigné commencèrent à se déplacer en direction de l'appel, suivis par les autres animaux capables de se mouvoir par eux-mêmes. « Il est en train de les rassembler », murmura Auguste, une admiration presque révérentielle dans sa voix. Vaillant conduisit les animaux non pas vers la route principale, qui commençait déjà à être envahie par une épaisse fumée, mais vers un sentier presque invisible qui serpentait vers le nord, en direction d'une zone rocheuse, où la végétation était plus clairsemée. Geneviève et Auguste suivirent, transportant les plus petits animaux qui ne pouvaient pas accompagner le groupe, tandis que le fermier guidait la jument avec une corde improvisée. L'incroyable procession traversa des terrains difficiles pendant près de 2 heures, jusqu'à atteindre une clairière près d'un petit lac alimenté par une source. Là, protégés par des formations rocheuses qui serviraient de barrière naturelle contre l'avancée du feu, ils établirent un campement improvisé. De leur point élevé, ils pouvaient voir la lueur rougeâtre de l'incendie dévorant la forêt, dans la vallée, y compris la zone où se trouvait le chalet de Geneviève. « Tout ce que j'ai construit », murmura la vieille dame, une unique larme coulant sur sa joue ridée tandis qu'elle observait le scénario apocalyptique au loin. Auguste, dans un geste inhabituel pour un homme généralement réservé, posa la main sur l'épaule de Geneviève. « Nous reconstruirons. Mieux. Plus fort. » Le « nous » implicite dans cette phrase ne passa pas inaperçu pour la femme qui regarda le fermier avec un mélange de surprise et de gratitude. À côté d'eux, Vaillant observait la scène avec une expression presque humaine de compréhension, comme s'il approuvait cette alliance improbable forgée dans l'adversité. La nouvelle de l'incroyable sauvetage se répandit rapidement,
après la maîtrise de l'incendie. Un groupe de gardes forestiers participant à la lutte contre les flammes trouva le groupe improbable, 2 humains et plus de 20 animaux, sauvages coexistant pacifiquement au bord du lac, et ne purent s'empêcher de partager cette histoire extraordinaire à leur retour à la base. « Un chien les a tous guidés vers la sécurité ?» questionna un journaliste local, sceptique, lors de sa visite à l'abri temporaire où Geneviève, Auguste et les animaux avaient été hébergés après le sauvetage. « Non seulement il les a guidés, expliqua l'un des gardes forestiers. Il a organisé, maintenu l'ordre. Il semblait savoir exactement ce qu'il faisait. » La communauté locale, touchée par l'histoire et impressionnée par les efforts du trio improbable, se mobilisa de manière surprenante. Lors d'une réunion dans la petite église du village, une initiative fut approuvée pour aider à la reconstruction du sanctuaire, désormais non plus comme une opération informelle, mais comme un projet communautaire reconnu. Le maire, voyant l'opportunité de promouvoir la région comme un exemple de conservation environnementale, contacta les autorités régionales, qui envoyèrent des représentants pour évaluer le projet. Impressionnés par les connaissances pratiques de Geneviève sur la faune locale et par l'habileté démontrée par Vaillant, ils accordèrent une autorisation officielle pour le fonctionnement du sanctuaire, accompagnée d'une petite subvention pour sa reconstruction. Auguste, de son côté, prit une décision qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Utilisant la petite somme qu'il avait reçue de la vente des quelques biens qui restèrent de sa ferme, il acquit légalement une zone adjacente à la propriété de Geneviève, qui avait été mise en vente après le décès de son propriétaire. Dans un accord formel enregistré chez le notaire, il fit don de cette terre pour l'agrandissement du sanctuaire, à condition qu'elle soit maintenue en permanence comme zone de préservation. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Geneviève, émue après la signature des documents. Auguste regarda Vaillant qui se reposait tranquillement à l'ombre d'un arbre voisin. « Parce que j'ai une dette que je ne pourrai jamais rembourser complètement. Mais je peux essayer. » La reconstruction avança rapidement avec le soutien de la communauté. Le nouveau chalet, plus grand et mieux structuré, fut conçu pour servir à la fois de résidence et de centre de soins pour animaux. Des enclos appropriés furent reconstruits pour différentes espèces et un système de récupération d'eau de pluie garantirait une plus grande durabilité à l'opération. Ce fut pendant cette phase que Julien Bernard, un journaliste spécialisé dans la vie sauvage pour un magazine national, entendit parler de l'histoire extraordinaire de Vaillant. Intrigué par les descriptions du comportement inhabituel du chien, il visita le site en construction pour un reportage qui devait initialement n'être qu'une petite note dans la section des curiosités de la publication. Ce qu'il trouva, cependant, fut bien plus profond que ce à quoi il s'attendait. Non seulement l'histoire émouvante d'un chien abandonné qui avait survécu et s'était transformé en héros, mais un exemple vivant de la façon dont la relation entre humains et animaux pouvait être réinventée. L'évolution personnelle d'Auguste, de fermier insensible à défenseur passionné des droits des animaux, offrait également un puissant arc narratif sur la rédemption et le changement. Le résultat fut un article de couverture de 8 pages, richement illustré, qui capta l'imagination du public national. Le chien qui savait pardonner devint une sensation instantanée, générant une vague de soutien qui se manifesta par des dons, des offres de bénévolat et, plus important encore pour Geneviève, un éveil de conscience sur l'importance de la préservation de la vie sauvage. Un producteur de documentaires, inspiré par le reportage, proposa d'enregistrer le travail du sanctuaire sur une année complète. Le film résultant, projeté initialement dans des festivals spécialisés, puis sur des chaînes de télévision éducatives, élargit encore la portée de l'histoire, transformant le petit sanctuaire en un centre de référence reconnu internationalement. Avec la croissance de l'opération vint aussi la nécessité de structuration. Auguste, utilisant ses connaissances en gestion agricole, développa des méthodes de culture durable qui garantissaient l'autosuffisance alimentaire tant pour les habitants humains que pour les animaux en convalescence. Les plantes médicinales, cultivées selon les techniques traditionnelles que Geneviève maîtrisait, fournissaient les ingrédients pour les traitements naturels qui devinrent la marque de fabrique du sanctuaire. Des bénévoles commencèrent à apparaître, d'abord de la région,
puis de diverses parties du pays. Désireux d'apprendre les techniques uniques développées par le partenariat improbable entre la vieille dame sage, le fermier régénéré et le chien extraordinairement intelligent. Un programme d'éducation à l'environnement fut mis en place, recevant des visites régulières d'écoles et de groupes intéressés à apprendre sur la conservation de la vie sauvage. Tandis que le sanctuaire prospérait, Vaillant entrait sereinement dans sa vieillesse. Son pelage, autrefois doré, montrait maintenant des taches grisonnantes autour du museau et des yeux. Sa boiterie, bien que contrôlée par les traitements de Geneviève, était devenue plus prononcée avec le passage des ans. Néanmoins, il conservait une dignité impressionnante et continuait d'exercer son influence silencieuse sur les autres animaux. Ce fut Auguste qui remarqua le premier la nouvelle dynamique qui s'établissait. Vaillant avait développé une affection particulière pour un chiot errant sauvé d'un piège de chasseurs. Le chiot, baptisé Espoir par l'un des enfants de l'école locale qui visitait régulièrement le sanctuaire, suivait le vieux chien partout, observant attentivement ses mouvements et comportements. « Il forme son successeur », commenta le fermier, observant comment Vaillant montrait patiemment au chiot comment ramener un cerf effrayé dans l'enclos après une procédure médicale. Geneviève, approchant maintenant les 80 ans mais toujours remarquablement active, sourit avec sagesse. « Nous le faisons tous d'une certaine manière. N'est-ce pas cela que signifie vivre pleinement, transmettre ce que nous avons appris ?» Et ainsi, au crépuscule de ce jour d'automne, alors que le soleil teignait d'or les mêmes montagnes qui avaient failli coûter la vie à Vaillant des années auparavant, trois âmes improbables, unies par le hasard, par l'adversité et par des choix qui transcendèrent le simple instinct de survie, contemplaient silencieusement l'héritage qu'elles avaient reconstruit ensemble. Un héritage qui, comme les saisons des montagnes, continuerait son cycle bien au-delà du temps qui leur avait été accordé sur cette terre. Le chien abandonné qui avait failli ne pas survivre à cette nuit de tempête de neige les avait, ironiquement, tous sauvés, non seulement de la destruction physique, mais de l'isolement émotionnel que chacun, à sa manière, avait choisi pour lui-même. Et dans le voyage de rédemption qu'ils avaient partagé, ils avaient trouvé quelque chose que peut-être aucun d'eux ne s'attendait à retrouver un jour. Un foyer véritable, bâti non pas de murs et de toits, mais de compassion, de pardon et d'un but partagé.